Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo sur ma chaîne, et merci à ceux qui viennent de la première vidéo. Parce que dans cette première vidéo, je vous ai un peu teasé cette vidéo-là, je vous ai parlé d'une vidéo sur des livres. Et donc aujourd'hui, on va parler de livres. Et pas des moindres, parce qu'on va parler de 12 livres, mes 12 lectures de printemps, mes 12 lectures saisonnières. Pour ce concept, je me suis grandement inspirée du concept de Link the Sun sur sa chaîne Linksoft, avec ses coins lecture. Cependant, il y a quelques petites choses qui changent, notamment le fait que mon émission, ma chronique, soit trimestrielle, puisque je n'ai pas le rythme de lecture de Link the Sun. Lui, il arrive à lire 20 livres en un mois, bah moi je lis 12 livres en 3 mois, et j'ai un rythme de lecture vraiment inégal, donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire sur 3 mois, et pas sur un mois. Deuxième petit changement, le système de notation. Je vais noter sur 10, là où Link the Sun note sur des lettres, un classement de A à F. Moi j'ai décidé de noter sur 10. 10 tout simplement parce que 5 sur 5 c'est trop restreint, 20 sur 20 c'est trop large, 10 c'est parfait. Et enfin, contrairement à lui, sauf pour la fin de la vidéo parce que l'histoire de ce livre est beaucoup trop compliquée à résumer, je ne lirai pas les quatrièmes de couverture. Voilà, c'est juste un choix de ma part de vous présenter un résumé. Et sans plus attendre, on va commencer avec le premier genre, parce que je classe mes livres par genre. Qui dit lecture printanière dit cozy fantasy. Et j'ai commencé avec ce qui me semble être une des meilleures, mais il y a peut-être mieux encore, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. La saga d'Emily Wilde. J'ai lu les 2 premiers, et c'est les 2 premiers que je vais vous présenter. Emily Wilde, écrit par Heather Fawcett, je l'ai en version originale aux éditions Orbit, donc pas de traduction. On suit donc Emily Wilde, qui est une chercheuse en dryadologie. Je dis dryadologiste ou dryadologue parce que je n'ai lu que la version anglaise, donc je n'ai pas les termes français, je n'ai pas été les regarder, c'est comme pour fairies, je dis fée, peut-être que c'est un autre terme qui est utilisé dans la version française, n'hésitez pas à me le dire. Mais donc on va suivre cette dryadologiste / dryadologue, chercheuse en université qui va décider de réaliser une encyclopédie sur les fées. C'est son domaine de prédilection et ça se voit tout au long du livre. Pour compléter cette encyclopédie, elle va décider de partir à Ravensvik, en Islande. Je prononce le nom de cette ville comme ça. Pareil, je ne sais pas du tout comment c'est censé se prononcer. Donc, qui parle vraiment islandais. Mais vraiment. Donc Ravensvik, en Islande, un petit village, avec des habitants particulièrement cute et particulièrement intéressants à suivre. Voilà, elle va y aller avec son ami Wendell Bumblebee, qui est également dryadologue / dryadologiste, et qui va l'aider à compléter et aussi à survivre à ce voyage, parce qu'il va se passer beaucoup de choses durant ce voyage. J'ai adoré ce livre, mais ce n'est pas une lecture qui est destinée à tout le monde, ça il faut le savoir. Il y a certains passages qui sont très gore, genre vraiment, je m'attendais pas du tout à ça, et l'apparence des fées en elle-même est vraiment terrifiante. Pour prendre un exemple, Poe, qui est l'ami fée de Emily, avec lequel elle tisse un lien. Il est présenté comme une créature famélique, avec des ongles, enfin des doigts très fins, un sourire terrifiant, et c'est également une créature qui adore dépecer des animaux. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Poe, parce que lorsqu'Emily le rencontre, il a une peau de corbeau en guise de manteau. Ça donne une petite idée de à quel point ce livre peut être terrifiant, et il y a encore des trucs bien plus terrifiants derrière. Ce livre m'a un peu empêché de dormir. Pourtant je suis habituée aux horreurs, mais genre là, un truc de fou. Et pour moi, c'est un 9 sur 10, bien mérité. 9 sur 10 parce que c'est pas non plus ma révélation de la saison. Voilà, cette révélation, elle va arriver bien plus tard, mais c'est déjà très bien. C'est une lecture que je conseille à beaucoup de gens. Si vous êtes fan de frissons, et en même temps que vous voulez aller dans un petit chalet bien confort, avec un petit feu. J'ai vu le téléphone qui a basculé. Il a dit fuck this shit, I'm out. No thanks.
Si vous voulez aller dans un petit chalet bien confort au coin du feu, en vrai, bête de lecture, bête de lecture. Et donc pour la suite de cette vidéo, je vais présenter évidemment ma dernière lecture de la saison, le deuxième tome. Le deuxième tome parce qu'on va essayer de suivre un minimum de chronologie dans cette vidéo, quand même. Dans ce deuxième tome, il y a un spoiler important que je dois vous donner pour vous présenter l'histoire de ce tome. Wendell Bumblebee est une fée. Comme ça, c'est dit. C'est quelque chose qu'on sait dès la fin du premier tome, et quelque chose qui est insinué tout au long du premier tome. Mais là, c'est validé. Wendell Bumblebee est une fée qui a été bannie de son royaume par sa belle-mère, qui le voyait comme un rival au trône. Et donc, il va devoir retourner dans son royaume pour jerter sa belle-mère et monter sur le trône, devenir roi de son royaume. Et il a besoin d'Emily pour ça. Emily, à la fin du premier tome, elle a commencé à rédiger une carte de l'autre monde. Donc c'est Map of the Otherlands. Pareil, je pense que c'est l'autre monde. Peut-être que c'est autre chose. Cet autre monde, pour y accéder, il faut passer par des portails. Des portails qui forment un nexus. Et donc Emily, elle va devoir trouver quel endroit mène au nexus, qui mène au monde de Wendell. C'est un gros bordel. Et donc, ils vont découvrir une piste en Autriche, encore dans un petit village, avec des gens. Pour ça, ils vont être accompagnés de Faris Rose, le docteur Faris Rose, qui est le patron d'Emily. Genre, le patron de tous les drydologistes de London, parce que je crois qu'elle vient de Londres, qui est un être assez ambigu. J'arrive pas à savoir ce que je pense de cette personne. Et ils vont être également accompagnés de Ariadne, que j'appelle comme ça, parce que c'est écrit comme ça, qui est la nièce d'Emily. Je suis un peu plus dubitative quant à ce livre. Déjà parce que lorsque j'ai présenté les villageois, j'ai parlé de gens. Voilà. Bah c'est tout simplement parce qu'on les connaît pas. On ne connaît qu'une famille, contrairement au premier tome où on avait vraiment un lien avec le village qui se construisait au fil du récit, parce que les quêtes annexes des villageois construisaient 60 à 70% du récit. Et ça m'amène à mon deuxième point, ce livre est un peu vide. On se fait un peu chier au milieu, parce que on va tourner que autour des mêmes choses. Trouver le nexus, y entrer, soigner Wendell qui est empoisonné, parce que oui, Wendell est empoisonné dès le début de ce livre. Donc il n'a pas vraiment d'impact sur ce qui va se passer, et j'avoue que le duo phare qui est détruit comme ça, c'est un peu moins intéressant. J'attends de voir la suite avec le troisième tome. Pour ma part, ce livre est un 7,5 sur 10. Voire un 6,5. J'étais un peu moins convaincue quand même. Pour terminer avec cette section de la vidéo sur la Cozy Fantasy, je veux vous parler d'une véritable Cozy Fantasy. La petite boutique de sortilèges, écrit par Sarah Beth Durst, aux éditions Brajlon, les magnifiques éditions Brajlon avec le jaspage absolument incroyable, et traduit par Clémentine Curie. À l'instar de Link the Sun, je donnerai les noms des traducteurs parce que je respecte beaucoup trop ce métier. Donc ici, c'est Clémentine Curie. Dans ce livre, on va suivre Kila, qui est la bibliothécaire de la grande bibliothèque de la capitale de son univers. Donc vraiment, c'est un gros truc. Elle va devoir fuir sa bibliothèque après un incendie provoqué par les opposants de l'Empire. Elle va décider de sauver quelques livres, ainsi que son amie Kaz, qui est une plante araignée qui parle. Je n'ai besoin que de ça pour vous faire acheter ce livre, vraiment. Elle va sauver quelques livres et partir en bateau sur l'île sur laquelle elle a grandi, étant enfant, avec ses parents, avant d'emménager en ville. Comme elle a volé des livres, elle va partir du principe qu'elle est devenue une fugitive, une personne qui a commis un crime et qui va être forcément retrouvée par l'Empire parce qu'elle a des livres de l'Empire en sa possession. Elle va décider de cacher ses livres
et de se terrer dans la maison de son enfance. Sauf qu'elle va tomber sur une île particulièrement dévastée. Dévastée parce que dans cet univers, la magie a un coût. Un coût que les humains des îles adjacentes payent chaque année sous la forme de tempêtes magiques. Et pour que leur vie soit épargnée, il y a des mages qui viennent chaque année sur les îles pour pouvoir régler cette affaire de tempête. Sauf que là, Kila, elle arrive sur une île qui a été complètement désertée par l'Empire. Et elle va décider, avec le savoir qu'elle a en sa possession, de sauver ses habitants, en confectionnant des remèdes. Mais comme elle sait que son activité est interdite et qu'elle pourrait être dénoncée, eh ben elle va monter une confiturerie sur la base d'un livre de ses parents qu'elle va retrouver, un livre de confiture. Et ça va lui servir de couverture pour vendre des remèdes à la population. C'est le truc le plus cosy du monde. J'ai adoré cette lecture, je l'ai dévorée en facile 5 heures. Je l'ai dévorée en facile 5 heures parce que j'étais tellement captivée par l'univers, par les personnages. Genre, je vous parle de Kaz, la plante araignée qui parle, mais Kaz est un être hilarant. Et son histoire est vraiment tragique en plus. Genre, l'histoire de sa création est horrible. Kila, son évolution est hyper intéressante au fil du récit parce qu'on passe d'un personnage un peu cliché de meuf coincée à un personnage vraiment attachant qui apprend de ses erreurs, qui apprend à connaître les gens autour d'elle et qui a parfaitement conscience de ses défauts. Et au-delà de ça, on va découvrir d'autres personnages encore plus intéressants, dont plusieurs personnages qui m'ont fait encore plus apprécier ce livre, puisque ce livre est une lecture inclusive. On a un personnage qui se considère comme non-binaire, et c'est même pas une question, c'est genre, telle personne est non-binaire, pas de souci, on dit Yel dans ce cas. Pareil, on parle à un moment d'une impératrice et de sa femme. Et c'est même pas un sujet, même pas un truc en mode étendard, c'est juste quelque chose de normal et d'acquis dans ce monde, et ça a rendu cette lecture encore plus attrayante à mon goût. C'est un 10 sur 10. J'ai augmenté ma note en direct, mais rien qu'en reparlant, c'est un 10 sur 10 cette lecture. Je ne peux que la conseiller et j'ai très hâte de découvrir le deuxième livre de Sarah Beth Durst que j'ai acheté après avoir fini cette lecture et qui apparemment est un préquel à ce livre. Trop hâte. Cette mouche va rester jusqu'à la fin. Ah oui, du coup. La main magique qui prend les livres. Prends les recommandations. On a fini avec la partie Cozy Fantasy, et maintenant on va s'atteler à une partie un peu différente et un peu surprenante pour une vidéo sur des livres de printemps. Un livre d'horreur. Horror Store par Grady Hendrix, un auteur américain, que j'ai obtenu aux éditions Kirk et qui est impossible à trouver. Genre vraiment, j'ai dû aller le chercher en anglais. C'est pour ça qu'il n'y a pas de traduction, parce que c'est la version originale que je tiens dans mes mains. Ce livre, c'est un bon concept, gâché par son histoire. Je m'explique. On va suivre 2 personnages principaux, au milieu d'une myriade d'autres personnages un peu moins intéressants. On va suivre Amy et Basil, son supérieur. Amy, elle travaille à Orsk et Basil, c'est le manager de toute l'équipe de Orsk. Après avoir constaté des dégradations sur le mobilier du magasin, chaque matin, ils vont décider de rester une nuit pour voir ce qu'il se passe vraiment la nuit dans leur magasin. Et ils vont découvrir des trucs, mais c'est vraiment parti en steak. Après, ce livre est gore, un peu. Moins gore que Emily Wilde, que j'ai pas présenté comme un livre d'horreur. J'ai pas grand chose à dire sur le fond de ce livre. Et c'est hyper dommage, parce que vous me voyez le tenir dans mes mains depuis le début. C'est un livre carré, avec un format un peu particulier, puisqu'il est censé représenter un magazine, un catalogue, le catalogue de Orsk. Et tout le livre est présenté comme ça. Chaque chapitre possède comme nom le nom d'un mobilier et donc l'image de présentation de cet élément. Il y a certaines pages qui sont
un peu plus particulière. On a des dossiers sur certains personnages, on a des publicités pour des partenaires de Orsk. Vraiment, c'est sur le papier, littéralement, sur le papier, c'est hyper intéressant comme livre. Et c'est gâché par une histoire qui est vraiment pas folle. Je sais que j'en avais à peu près bien parlé lorsque j'avais fait mon retour sur Insta, et que j'en avais à peu près bien parlé auprès de certains de mes amis, mais au final, j'ai pas tant aimé que ça. C'est plus la forme du livre qui m'a plu, que vraiment l'histoire. Pour moi, c'est un peu osef, du coup, 5. 5 pour la présentation du livre qui est absolument incroyable, 0 pour l'histoire qui est juste banale. C'est des personnages clichés, de livres ou de films d'horreur clichés. C'est pas intéressant. L'inverse de ce qu'on disait au lycée. Ouais. Il y a la forme, mais il n'y a pas le fond. Voilà, il y a le... Bon, déjà, il y a le fond, mais il n'y a pas la forme. Il n'y a pas la forme, non, il n'y a pas la forme du tout. On va passer à la prochaine catégorie, qui est la catégorie manga. J'étais pas censée lire des mangas cette année, parce que ça fait des années que j'en ai pas lu, parce que j'ai été dégoûtée par les mauvais mangas. Et là, je suis tombée sur une perle que j'aurais dû découvrir tellement plus tôt. Les carnets de l'apothicaire. Voilà là 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 là. Quelle dinguerie! Mais quelle dinguerie! Bref, je le présente d'abord. Les carnets de l'apothicaire de Itsuki Nanao et Nekoku Rage, j'espère que je le prononce bien, sorti aux éditions Kiyun, et dont l'adaptation française a été faite par l'entreprise Clair Obscur, pas le jeu vidéo, l'entreprise, et traduit par Géraldine Houdin. C'est une dinguerie ce livre. On y suit Mao Mao, qui est apothicaire dans le quartier des plaisirs de sa ville, et qui va être enlevée et vendue à l'Empire en tant que dame d'honneur. Et elle va prendre une place assez importante au sein des dames d'honneur, puisque avec ses talents d'apothicaire et également sa passion pour le poison, elle va devenir goûteuse de la favorite de l'empereur. Favorite de la favorite de l'empereur. Je trouve ça incroyable. Et c'est hyper intéressant. On apprend énormément de choses sur les plantes, sur le poison. Et c'est un livre, une histoire vraiment captivante, pleine de retournements de situation, de géopolitique, de jalousie aussi, beaucoup, et qui va évoquer énormément de sujets différents. J'ai adoré. Et j'ai encore plus adoré la relation entre Jinchi et Mao Mao. Jinchi qui est le love interest aussi, en quelque sorte. Enfin, là j'en suis qu'au tome 3, donc je ne sais pas s'il va devenir vraiment love interest ou pas, mais... Et j'adore la relation entre Mao Mao et les autres dames d'honneur, qui sont juste trop mignonnes et qui ont chacune leur personnalité, et j'espère que leur personnalité va être développée encore plus dans les tomes suivants, parce que comme je l'ai dit, je n'en suis encore qu'aux 3 premiers tomes. J'aurais pu en lire beaucoup plus, mais j'ai décidé de freiner un peu, parce que sinon j'allais lire que ça. Et j'ai encore jusqu'au tome 16 à rattraper, et il y a peut-être le 17 qui va sortir entre-temps, on sait pas. Je vais pas noter chaque manga, vu que c'est une histoire qui suit, je ne note pas chaque manga en tant qu'unité, je vais noter l'ensemble, et pour le moment, mon expérience de lecture, c'est un énorme 10 sur 10. Genre vraiment, j'étais trop contente de découvrir, j'ai hâte de découvrir l'animé. Que dire de plus, mis à part, lisez ce manga, même si vous aimez pas ce format, même si ce format vous a dégoûté, parce que je pars quand même de loin, hein. J'ai lu des trucs, des immondices qui m'intéressaient même pas avant de tomber sur ce manga, et je pensais pas que j'allais en relire dans ma vie. C'est chose faite. Foncez. Mon avis était plutôt positif, ça va pas du tout être le cas pour la suite. Parce que le deuxième manga que j'ai lu, c'est la guilde marchande de Pandémonia. Vraiment pas convaincue. La guilde marchande de Pandémonia, écrite par Kachu Hashimoto, sortie aux éditions Glénat, et traduit par Jocelyn Meunier. On y suit Luciola Lunatria, qui est une chasseuse de démons qui appartient à une équipe d'élite, qui a décidé de rejoindre cette équipe d'élite après que sa famille ait été
massacrée par des démons. Donc on comprend pourquoi elle est en colère. La première fois qu'on la voit dans le manga, elle sort d'une pile de fumier, qui était un échange entre la guilde marchande de Pandémonia et les villageois d'un village pour obtenir un laissez-passer. Et elle est dans la pile de fumier. Donc le chef de la guilde marchande va lui dire « Tu me dois tant et tu vas travailler pour rembourser ça, et tu vas travailler pour moi ». Et c'est comme ça que Luciola Lunatria va se rendre compte que la guilde marchande de Pandémonia traite avec des démons, d'égal à égal. Et elle qui veut absolument tous les massacrer parce qu'elle les considère comme des bêtes, et ben elle va devoir faire avec et commencer à les considérer comme des êtres vivants plutôt que des démons. Sur le papier, c'est hyper intéressant. Dans les faits, le manga est trop théâtral, trop d'expositions, trop de retournements de situation improbables, trop de linéarité aussi, parce qu'on nous présente la carte du monde à la fin de ce premier tome, avec les îles. Chaque île a un démon avec lequel il va falloir marchander, et il va falloir que nos héros arrivent à obtenir quelque chose des démons sur chaque île pour obtenir la paix dans le monde. Bah tu sens déjà comment l'histoire elle va se terminer quoi. J'espère qu'il va y avoir des retournements de situation qui vont me donner tort. Vraiment j'espère. Parce que après avoir lu cette dinguerie, me retrouver face à ça, bah j'étais pas si hype, ou plus si hype que lorsque j'ai lu la fiche de présentation. Pour moi c'est un 4 sur 10. Et encore, je suis gentille. On sort de la catégorie manga pour entrer dans la catégorie grand classique. Et là, pour le coup, ce sont des grands classiques. Vous les connaissez tous. Je vous promets que oui. L'Iliade et l'Odyssée, de Homère. J'adore dire de Homère, parce que... parce qu'après, on fait toujours enfin. De Homère. Voilà. Homère, il était peut-être 28. Voilà. Bah classique, donc là on est sur les fameuses éditions de l'école des loisirs, avec la traduction de Le Comte de Lille, j'adore son nom, et un remaniement de Bruno Rémy, qui fait très bien le taf parce que j'ai dû les lire dans le cadre d'un de mes cours à la fac, pour me remettre l'histoire en tête. C'est pour ça que je les ai ajoutés, parce que ça fait partie de mes lectures quand même, et c'est pour dire que je les ai lus, ou au moins que j'ai les grands thèmes de l'histoire. Est-ce que j'essaierai de lire les vrais poèmes ? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Mais au moins il y a ça. Et ça me permet de me faire un avis sur les histoires. J'avais lu que l'Odyssée étant petite, et jusqu'à maintenant je ne jurais que par l'Odyssée. J'adorais l'histoire, mais l'Iliade est quand même vachement mieux. Classique, l'Iliade, ce n'est pas la guerre de Troie, c'est une partie de la guerre de Troie qui arrive vers la fin. Voilà, juste comme ça. Et l'Odyssée, c'est donc le voyage retour d'Ulysse pour retourner à Ithaque. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ces livres, hein, c'est vraiment des grands classiques. Tout le monde les connaît, tout le monde connaît l'histoire. Il y a le film Odyssée qui va bientôt sortir, au moment où je tourne la vidéo. Entre-temps, le film est sorti et j'ai pu le voir au cinéma. Je me permets de faire une petite aparté dessus parce que la vision de Christopher Nolan a beaucoup changé mon interprétation du récit. Je ne vois plus Ulysse comme quelqu'un de prétentieux, mais comme un homme qui voit son titre de héros de guerre comme un fardeau, car il est allé contre une loi primordiale dans sa société pour vaincre ses ennemis. Et à cela s'ajoute un tas de détails et de thématiques abordées que je ne détaillerai pas ici, parce que c'est pas le but de la vidéo, des détails qui ont accentué mon appréciation du film. Si vous avez un avis à partager sur ce film, ou même sur les livres présentés dans cette vidéo, eh ben n'hésitez pas, ça m'intéresse vachement. Et voilà. Faut pas aller voir le film de l'Iliade, il est très 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 mauvais. 3 avec Brad Pitt, navet. Écoutez la petite voix dans votre tête qui vous dit qu'il ne faut pas y aller. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire, mis à part que j'ai largement préféré l'Iliade à l'Odyssée, que je me suis fait un peu chier durant ma lecture de l'Odyssée, alors que je pensais que ça serait beaucoup plus épique. L'Iliade, c'est un 9, et l'Odyssée, c'est un 7 sur 10. Et encore, je suis très gentille, parce que vraiment j'ai mis beaucoup plus de temps à finir ce livre, tellement ça m'ennuyait, et je l'ai fini d'une traite en lisant un mot sur deux, tellement j'en pouvais plus. J'espère que le livre va rattraper. J'espère que le film va rattraper
mon avis sur ce livre. Bah du coup, oui. On passe à la catégorie dystopie. J'ai lu un récit dystopique que tout le monde connaît encore une fois, qui est un livre nécessaire actuellement, Hunger Games. J'ai découvert Hunger Games avec les films et je me demande encore comment j'ai pu attendre aussi longtemps avant de lire les livres. Les livres sont très proches des films. Y a certaines petites choses qui changent, notamment un fait que j'ai préféré par rapport au film, c'est qu'on a le point de vue interne de Katniss. C'est un peu salaud de dire ça, parce que dans les films, on peut pas forcément avoir le point de vue interne d'une personne, sinon ça serait trop chiant, mais dans le livre, j'ai préféré ça parce que j'arrivais à mieux comprendre ce que Katniss pensait forcément, voulait faire. Bref, j'étais beaucoup plus concentrée sur ce qui se passait, sur les tenants et les aboutissants de chaque action de Katniss. Oh waouh, ok. Ouais, il y a une petite différence de cadrage. Pas grave. Hunger Games de Suzanne Collins, que j'ai lu aux éditions PKJ Poche, et qui a été traduit par Guillaume Fournier. Masterclass ? Tout simplement. Un livre qui est nécessaire aujourd'hui, comme je l'ai dit. Un livre qui est intemporel, je pense, ou en tout cas qui prend toute son ampleur actuellement, alors que c'était un récit dystopique à la base. C'est le but des récits dystopiques, je dirais, d'avoir une part de réalisable dans le lot. Pour le pitch, c'est assez simple, on va suivre du coup Katniss Everdeen qui vit dans un monde absolument terrifiant, dans lequel un pays est divisé en 12 districts. Ces 12 districts doivent donner chaque année 2 enfants, entre 12 et 18 ans, pour participer à une moisson. Un moment où ils vont être filmés en train de commettre des meurtres ou de se faire abattre très violemment, avec des paris et des jeux à la clé, pour qu'il n'en reste plus qu'un. C'est Koh-Lanta quoi. Mais Koh-Lanta avec du sang et des morts très violentes. Ah ! Et donc Katniss va être non pas sélectionnée, elle va se présenter à la place de sa petite sœur Primrose pour lui éviter une mort certaine. Ou prendre le fardeau sur elle. C'est très fidèle au film. Vraiment, c'est un livre qui est très fidèle au film, donc c'est je m'y suis... l'inverse, non, du coup oui, plutôt, donc le film est très fidèle au livre. C'est une bonne adaptation ou une mauvaise adaptation en fonction de ce que chacun pensera. Mais j'ai beaucoup aimé retrouver forcément les personnages que j'adore. J'ai été un peu biaisée vis-à-vis des descriptions vu qu'il y a les films. Donc pour moi Katniss c'est Jennifer Lawrence et pour moi Peeta c'est Josh Hutcherson. Les deux sont impossibles à prononcer. J'ai pas grand chose de plus à dire si ce n'est lisez-le. Et si vous avez d'autres romans dystopiques de ce genre, du genre de 1984 que j'ai déjà lu, donnez-moi, parce que j'aime trop la dystopie et j'ai besoin de ce genre de lecture en ce moment. Alors, je me suis rendu compte au montage que j'avais pas donné de note pour ce livre. C'est un 8,5 sur 10. Le récit est prenant de bout en bout, mais je dois être assez biaisée parce que je connais déjà le déroulement de l'histoire grâce au film. Néanmoins, certains passages ralentissaient un peu le récit et on s'attardait sur ce qui me semblait être des détails. Commentation de la petite voix, le meilleur des mondes. Voilà, la petite voix dit le meilleur des mondes. On arrive à la masterclass de cette vidéo. Je pèse mes mots. Il y a eu énormément de bonnes choses avant, et ces bonnes choses ne sont pas éclipsées par le livre qui arrive, mais c'est ma meilleure lecture, peut-être de l'année. On passe à la rubrique fantasy, et ce livre est présenté comme de la fantaisie aérienne. Si c'est vraiment ça, je l'ai vu sur plusieurs forums, sur plusieurs articles, donc n'hésitez pas à me dire si c'est ce que vous pensez ou si c'est autre chose. Le fracas des envolées, le tome 1, le brise-tempête. Le fracas des envolées de Nell Pfeiffer, qui porte très bien son nom, édité aux magnifiques éditions Gulfstream. J'ai encore 2 livres de Gulfstream à lire cette année. Vous allez encore en entendre parler parce que vraiment ces éditions françaises, cette édition vraiment est la meilleure. Magnifique jaspage qui a la particularité de profiter du fait que le livre soit souple pour
faire apparaître 2 visages à l'intérieur du Jaspage. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Le livre est magnifique, si je dois être un peu tatillonne. Le seul truc qui manquerait, ça serait un petit signet. Mais c'est vraiment tout. Et le livre, donc, est déjà magnifique. L'histoire est tout aussi impressionnante, de maîtrise de son art. J'ai tellement hâte de découvrir d'autres choses de Nell Pfeiffer, parce que... Mais comment c'est possible de sortir une dinguerie pareille? Et comme cette histoire est assez particulière et difficile à résumer, et ben je vais vous lire pour le coup la 4e de couverture de ce livre, parce que voilà, j'ai eu plusieurs tentatives foireuses en essayant de résumer cette histoire. Parfois, faut juste laisser les gens qui savent faire leur travail, faire leur travail. Donc, 4e de couverture. Dans un monde où les venteliers domptent les bourrasques et les oiseauliers prennent leur envol, 2 continents se font face. Séparés par l'Aquilon, une tempête si vaste qu'aucun dirigeable n'a jamais pu franchir son cœur. Mia Hirondelle a grandi dans les ruines d'un drame et à l'ombre d'un secret. Déterminée à redorer l'image de sa famille, elle s'infiltre clandestinement sur le Galéon, majestueux dirigeable dont le voyage inaugural doit traverser l'Aquilon grâce à une invention mystérieuse. Dans les couloirs raffinés du vaisseau, loyauté et complot s'entrelacent. Mais dans les entrailles du Galéon, Mia devra se frotter à la redoutée sorcière Skylar Volbrum et à son énigmatique apprenti, Ewell. Evel. Ewell ou Evel. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne parle pas le vent. J'ai pas vraiment les mots. J'ai beaucoup aimé, comme d'habitude, les personnages, leur évolution. Là, on parle de Mia, mais il y a également un autre personnage qui est présenté au tout début de l'histoire, qui est Colombe, sa cousine. Et chacun de ces personnages a vraiment une évolution hyper intéressante. Les retournements de situation dans ce livre, vraiment, faut avoir le cœur accroché. Hein. Parce que il y a des moments, surtout vers la fin, forcément, où de page en page, on fait quoi? Mais quoi? Mais comment ça? Si ce n'était que ça, la plume est excellente. Vraiment la plume de Nell Pfeiffer. C'est pour ça que je veux lire d'autres de ses livres, parce que elle a une plume qui est vraiment intéressante et qui nous sort de l'ordinaire. Ce livre, c'est un 10 sur 10. C'est un coup de cœur de l'année et c'est un top 3 très facile de l'année. Parce que je ferai un résumé complet de tous les livres que j'ai lus en fin d'année et vous aurez peut-être un top 3 de mon année. Parce que, genre, ça peut pas rester inaperçu. La suite sort en octobre. J'ai tellement hâte. Lisez-le. Du coup, la main magique reprend. Merci beaucoup d'avoir suivi cette 2e vidéo de ma chaîne. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'espère que vous vous êtes régalés. J'espère que vous avez fait des découvertes. Même si, bon, j'imagine que personne n'a découvert l'Iliade et l'Odyssée. Si ça vous a plu, eh ben... les phrases habituelles, classiques, j'espère que j'en ferai pas une habitude parce que j'aime pas trop ça. Mais si ça vous intéresse, il y aura d'autres vidéos de ce genre chaque trimestre, donc n'hésitez pas à vous abonner. Je présenterai aussi évidemment d'autres vidéos, on va pas s'arrêter à une vidéo tous les trimestres, sinon clairement ma chaîne va mourir avant même de vivre vraiment décemment. Merci beaucoup encore, passez une belle fin de journée ou une belle fin de soirée, et à la prochaine.